Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Je voudrais, dans cette courte émission, évoquer l'Avicenne médecin. Alors, on sait que Ibn Sina, Avicenne, donc, est un philosophe au savoir encyclopédique, que c'est un théoricien et un praticien de la médecine. Alors, voilà ce qu'il dit dans son autobiographie. Vers 18 ou 19 ans, raconte Ibn Sina, je m'étais familiarisé avec toutes les sciences, philosophie, astronomie, logique, physique, musique, médecine, de sorte que je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui puisse me tenir tête. Et, fin de citation, et Ibn Sina dit ça, non pas parce qu'il a la grosse tête, pour parler vulgairement, mais parce que c'est l'expression stricte de la vérité. Du reste, lorsque la bibliothèque de Bukhara, qu'il avait consultée, dont il avait lu tous les livres, a brûlé, ses compatriotes de Bukhara se sont dit, eh bien, la bibliothèque n'est pas perdue, les livres n'ont pas été carbonisés, puisque leur contenu se trouve dans la tête de Ibn Sina. Ibn Sina a vécu 57 ans et dans une vie relativement courte, eh bien, il a abattu un travail gigantesque car il était doté d'une force de travail exceptionnelle. Le nombre de ses livres dépasse largement les 200. Certains spécialistes lui le créditent d'avoir rédigé 400 traités, ouvrages, épîtres, opuscules, traités médicaux, ouvrages sur l'astrologie, etc. Enfin, dans tous les domaines du savoir, Ibn Sina est présent. Ce qui m'intéresse, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Avicenne médecin. Le travail de l'Avicenne médecin, l'apport de l'Avicenne médecin a attendu ces dernières années, dans les travaux de certains universitaires français, à se voir minoré. Et c'est une grande injustice et j'espère qu'on va pouvoir la réparer. Alors son grand ouvrage, en l'occurrence en médecine, c'est Al-Qanoun fi Tibb, donc le canon de la médecine, qui est une remarquable synthèse du savoir médical de son temps. Et voilà ce que son biographe en dit à la page 183 de sa biographie. Voilà, je cite, « Ouvrage à la fois théorique et pratique, le canon de la médecine a éclipsé d'autres traités qui auraient pu lui disputer la prééminence. Dans la première partie où Avicenne s'occupe de préciser les principes généraux, il commence par une définition de la médecine. Voilà ce qu'il en dit. La médecine est une science grâce à laquelle on connaît les états du corps humain lorsqu'il est bien portant et lorsqu'il perd la santé, afin de le maintenir en bonne santé et de la lui faire recouvrer lorsqu'il l'a perdu ou s'il l'a perdu. » Fin de citation. L'auteur ajoute qu'il a estimé pertinent de présenter les principes généraux dans les deux parties de la médecine théorique et pratique, puis après de traiter des statuts des forces des médicaments simples, puis de traiter de ses particularités, puis après des maladies qui atteignent les organes un par un, sans oublier de signaler, de façon circonstanciée, leurs symptômes et les remèdes qui s'appliquent à chaque affection. Fin de citation. Avicenne savait parfaitement l'importance de son livre et avait conscience de sa grande utilité. Voilà ce qu'il en dit. Celui qui prétend posséder l'art de la médecine et en tirer profit se doit de connaître et de retenir ce livre, car il contient les connaissances essentielles aux médecins. Donc, le canon de la médecine est un livre si bien composé. Il contient la totalité des connaissances médicales et si bien qu'il est devenu le parfait livre de chevet de l'étudiant en médecine et il va, pendant 7 siècles au moins après la mort de son auteur, Ibn Sina est mort en 1037, 7 siècles après, donc il va continuer à faire autorité
surtout d'ailleurs en Europe, puisque nous sommes en Europe. Et pour expliquer son propos, Ibn Sina dit au début de son livre, le canon de la médecine, à la demande d'un de mes amis intimes c'est à la demande d'un de mes amis intimes que je me crois tenu de rédiger un traité de médecine exposant les règles, les lois particulières de la médecine dans toute la mesure du nécessaire, avec pertinence et concision. Et Ibn Sina ajoute, chaque étudiant suivant mon enseignement et qui veut tirer profit de ce livre doit mémoriser la plus grande partie de cet ouvrage, même s'il n'en comprend pas la totalité. Alors, Ibn Sina a rédigé ce livre en y mettant toute sa rigueur, toute sa pédagogie, toute la clarté désirable et nécessaire, et il a donc réalisé un traité qu'on peut considérer comme son véritable chef-d'œuvre. Et en vérité, on est tout à fait surpris parfois par la prescience d'Ibn Sina. En effet, Ibn Sina a formulé l'idée qu'il existait par exemple dans l'eau des bactéries, des animalcules, comme on dit, invisibles à l'œil nu bien sûr, et qui étaient ou sont les vecteurs de maladies infectieuses. Donc il aura fallu attendre le XVIIe siècle pour que cette hypothèse soit confirmée par le Hollandais Leeuwenhoek, qui, lui, s'est en revanche aidé d'un microscope. Avicenne a aussi inventé le procédé de percussion, qui consiste à découvrir par de petits coups du doigt sur le corps des maladies internes. Ce procédé a fait également l'objet d'une redécouverte plus tard, au XIXe siècle, enfin au XVIIIe, XIXe siècle, par le savant autrichien Leopold Auenbrugger. Quelles sont les principales réalisations d'Avicenne en matière de médecine? Alors, c'est l'un des premiers à avoir établi une description anatomique de l'œil. Il a également étudié le système des ventricules et des valvules du cœur. Il a posé le diagnostic de la pneumonie et de la pleurésie. Il a été le premier à distinguer la méningite infectieuse des autres maladies aiguës. Ibn Sina recommandait l'exercice du sport, il recommandait de faire du sport et de faire des exercices physiques comme étant un adjuvant à une bonne santé. Il a aussi fait un certain nombre de recommandations sur l'hygiène sexuelle. Il a donné également une grande importance à l'aspect psychologique des maladies, puisqu'on connaît l'histoire de ce jeune homme qui était amoureux et dont il a découvert la maladie psychosomatique. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a un cas, effectivement, d'une maladie psychosomatique, c'est-à-dire qu'en fait, le corps n'est pas atteint, mais le corps convertit, en fait, son mal qui est d'origine psychique ou qui est relatif à un choc. Ibn Sina a aussi dit que renoncer à la sexualité ne peut conduire qu'à de profonds troubles psychologiques, etc., etc. Donc on a un médecin ici qui a un bilan extrêmement positif et qu'on ne connaît pas précisément parce que plus personne ne veut se donner la peine, à part quelques rares spécialistes, de consulter Al-Qanun fi Tibb, le grand livre, le canon de la médecine. Et donc, comme le dit un chercheur iranien, Sayed Hossein Nasr, les travaux de Ibn Sina ont occulté d'autres traités de médecine, et Ibn Sina, dit-il, dont le génie a dominé l'ensemble de la philosophie et de la médecine en islam. Pour l'Occident, il était le prince des médecins, partout son nom brillait,
et où les sciences étaient à l'honneur, notamment la médecine, et sa lucidité en médecine confine, dit Sayyid Hussein Nasr, à la perfection. Donc le canon de la médecine a été bien entendu traduit en latin par Gérard de Crémol et il a été le livre le plus publié, le plus imprimé après la Bible en Occident. C'est dire que les Occidentaux ont tout à fait compris l'importance de Ibn Sina, médecin, et on peut peut-être dire que sa réputation de médecin l'emporte quelque peu sur sa réputation de philosophe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.